Bien, mesdames, messieurs, avec Anne Boyer, nous vous souhaitons la bienvenue au pavillon République pour commémorer les 80 ans du combat et de l'exil des républicains espagnols. En effet, le conseil départemental de la Haute-Garonne a souhaité marquer d'une manière solennelle le souvenir de ces événements historiques qui, aujourd'hui, imprègnent la vie de la Haute-Garonne et de Toulouse. Je veux saluer d'abord notre partenariat avec l'Institut Cervantes. Ainsi, jusqu'à la fin de l'année, cet hommage sera associé à de nombreux événements culturels, artistiques, initiés par l'institution départementale. Parmi eux, je citerai le buste de Manuel Azaña. Pitié, merci. Azaña, merci. On fait des progrès tous les jours. Qui sera dévoilé le 19 février, en hommage bien sûr au dernier président de la République espagnole. Mais le 20 février, ici même, il sera donné à voir le film de Francis Forcou, Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière, en présence du poète et du cinéaste. D'autre part, l'ouverture du festival 31 notes d'été, le 5 juillet prochain, rendra hommage à la culture espagnole. L'histoire des combats de la retirade et de l'exil sont restituées dans une exposition photographique mise en place par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, avec le concours des archives départementales et le concours des archives municipales de Toulouse. Cette exposition est à découvrir actuellement dans le hall B de l'hôtel du département. Et durant l'été, elle sera exposée aux Olivetins à Saint-Bertrand-de-Comminges. Mesdames et messieurs, chers amis, ce jour du 8 février ouvre donc cette année du souvenir associant table ronde et concerts. Je tiens à remercier bien sûr les historiens et les artistes, Pablo Ibáñez et Vincent Pradal. Non, je suis enrhumé. C'est mon rhume. Qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence et de leur participation. Chacun connaît bien sûr l'enchaînement tragique des événements, la guerre civile d'Espagne, la victoire franquiste, l'exode des républicains, la Seconde Guerre mondiale, la résistance pour beaucoup de combattants, la libération de la France et la victoire sur le nazisme. Dès février 1936, la victoire du Frente Popular avait ouvert un horizon, oui, un horizon d'espérance et de fraternité. Mais 5 mois plus tard, Franco et les fascistes européens entamaient l'anéantissement de cet espoir. En 1938, les accords de Munich signent la non-intervention des démocraties européennes. Et le manque de courage politique est souvent la cause de drames immédiats, mais aussi les prémices d'autres drames encore plus forts. En janvier 1939, Barcelone tombe. En mars, c'est Madrid. Le 1er avril, la guerre d'Espagne est terminée. Les putschistes ont gagné. C'est le temps de la défaite. Le temps de la défaite est là. Ainsi, une Espagne a fait prisonnière l'autre Espagne. Le poète Antonio Machado écrit « Petit Espagnol qui vient au monde, que Dieu te garde. Une des deux Espagnes te glacera le cœur. » Dès février 1939, plus de 450 000 réfugiés, familles, enfants, vieillards, soldats, franchissent le poste frontière des Pyrénées pour échapper à la répression franquiste, à la prison, aux exécutions, qui feront plus de 35 000 victimes. Ainsi, sur le terrain commençait la retirade des combattants républicains qui seront regroupés et internés dans des camps. Vient aussi le temps de l'humiliation. La déclaration de guerre à l'Allemagne poussera vers la vie civile ces réfugiés qui vont connaître le sort des Français sous l'occupation et, pour beaucoup, la clandestinité dans les mouvements de résistance. Engagés dans les maquis de la Haute-Garonne et du Grand Sud-Ouest, les républicains espagnols participeront à la libération de la France. D'autres seront les premiers à entrer dans Paris avec la division Leclerc au sein de la compagnie de combat La Nueve. Certains libéreront Strasbourg, combattront encore dans les Ardennes, en Allemagne, et la victoire finale sur le nazisme.
À la fin du conflit, déchus de la nationalité espagnole parce que rouge, ces combattants se sont installés parmi nous, avec leurs familles. Ils devinrent des citoyens français à part entière, rebâtirent une vie de femmes et d'hommes libres en gardant l'espoir de retour au pays. Espoir éteint par la géopolitique des grandes puissances et par la chape de plomb du franquisme qui étouffera l'Espagne pendant 36 ans. Mesdames et messieurs, la retirade est à jamais inscrite dans l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire économique, l'histoire politique du département de la Haute-Garonne. En septembre 1944, s'y tient le premier congrès en exil du Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, et les socialistes installent leur siège rue du Thor. Et le syndicat UGT se réorganise dans la Ville Rose. Jusqu'à la mort de Franco, en 1975, des manifestations contre la dictature franquiste rythment la vie toulousaine. Ici, permettez-moi de faire une incidence personnelle. À la fin des années 60 et au début des années 70, appartenant aux jeunesses et étudiants socialistes, j'ai bien côtoyé ces militants en exil. Ils m'ont montré, ils m'ont appris la puissance du courage politique et la force de leur conviction inébranlable en les valeurs de la République, et je les en remercie. Les familles de combattants et d'exilés espagnols ont largement contribué au développement et au rayonnement de notre département et de notre région. L'histoire de la retirada et de l'exil, c'est bien sûr l'histoire d'un terrible déchirement et d'une fidélité et un engagement politique, mais c'est aussi l'histoire d'une intégration réussie. Mesdames et messieurs, notre devoir réside dans la volonté de faire vivre la mémoire de cet engagement, de cette fidélité en les valeurs universalistes, humanistes, de partage, d'émancipation, d'accomplissement de chacun, de laïcité, d'engagement et de fidélité en nos valeurs républicaines. Essentiel aujourd'hui, dans ce monde instable et dangereux, qui voit ressurgir la bête immonde du populiste xénophobe, du monde en bascule, qui a bien des écarts, offre des similitudes avec les années 30. Souvenons-nous ici des dernières lignes de La peste d'Albert Camus, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Eh bien, mes chers amis, le bacille de la peste fasciste est toujours présent et les rats sont en train de se réveiller. Ce combat nous concerne toutes et tous, car il n'est jamais terminé. C'est le combat universel, celui de l'émancipation face à l'ignorance, celui de l'amour face à la haine, celui de la liberté face à la servitude, celui de la sagesse face à la violence. Alors, mes chers amis, parce que la vie est un perpétuel combat, riche de nos valeurs, riche des leçons de l'histoire, avec vigilance et espérance, avec force et vigueur, il nous appartient de combattre, oui, de combattre cette bête immonde, toujours vivante, faite de barbarie, d'ignorance, de haine, de peur, de racisme, de violence. Vive la République et bonne soirée. Buenas noches, bonsoir à tous. Et donc bienvenue à cette soirée donc organisée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc merci à Monsieur le Président pour son discours et donc à cette invitation.
Donc bienvenue à cette commémoration des 80 ans de l'exil des républicains espagnols. Donc vous êtes très nombreux dans ce pavillon République, mais également dans les salons à côté du conseil départemental, dans la salle des pas perdus, et également, je crois, sur Internet, puisqu'il y a une retransmission en direct sur Internet. Donc vous êtes très nombreux à suivre cet événement avec nous. Alors, donc la retransmission se poursuivra, et évidemment cette soirée se poursuivra avec le concert de Vicente Pradal Trio, et s'achèvera à 22 h, bon, juste avant le concert de Paco Ibáñez. Et puis, bon, s'il y a des spectateurs bon pied, bon oeil, donc ils pourront assister évidemment à ce concert historique de Paco Ibáñez, qui est déjà venu à de nombreuses reprises ici à Toulouse, qui a chanté à la Halograin, pour ceux qui s'en souviennent, pendant le franquisme et après. Donc c'est toujours un événement, un concert de Paco Ibáñez. Pour cette table ronde, donc un hommage donc aux exilés espagnols, ces regards croisés sur l'histoire des républicains espagnols en Haute-Garonne, mais également dans le sud-ouest, également son héritage aujourd'hui. Je vais vous présenter donc les intervenants à cette table ronde. Tout d'abord, Marie-Louise Roubaud, à ma droite, qui est, voilà, on peut l'applaudir, qui a été longtemps donc journaliste à la Dépêche du Midi et qui est connue pour avoir écrit sur cette période, sur cette thématique pardon, qui la touche de près, puisque ce nom de Roubaud canche une identité espagnole. Hein. Ensuite, je vais continuer avec les dames, avec Geneviève Dreyfus-Armand, donc qui est historienne, qui a été conservateur ou conservatrice, je ne sais pas, conservateur. Ah d'accord. Donc en chef à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre, qui fait autorité. Et vos travaux, l'essentiel de vos travaux, portent sur cette immigration espagnole, sur les déplacements, sur les camps. Et cette thèse, elle parlait de l'immigration espagnole au travers de sa presse de 1939 à 1975, avec la mort du dictateur. Et puis vous avez dirigé une dizaine d'ouvrages hein, sur l'exil espagnol, sur les camps du mépris, selon l'expression de René Grandot. Et vous avez deux ouvrages à paraître, l'un sur le camp de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne, voilà, dans l'archipel des camps français, et ensuite un autre ouvrage, alors qui n'est pas paru, qui est imminent, hein, un collectif, qui s'appelle « Écriture de la Révolution et de la guerre d'Espagne ». Malheureusement, on ne l'a pas ce soir, il paraîtra uniquement que le 21 février. Voilà. Ensuite, à ma gauche, Bruno Vargas, qui est historien, maître de conférences à l'Institut national universitaire Champollion, Université d'Albi. Et puis après, il y a une bio assez longue, membre de FRAMESPA, France, Amérique, Espagne, unité de recherche mixte CNRS, Université Toulouse-Jean Jaurès, membre du conseil scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Et aussi, vous êtes un des co-organisateurs avec Michel Martinez de l'université Capitole 1. Vous organisez au mois d'octobre un colloque international. Alors pour les gens que ça intéresse, hein, puisque ce n'est pas ce soir qu'on va clore cette riche histoire, riche et dramatique, donc un colloque du 8 au 10 octobre qui se déroulera une journée à Albi et 2 journées à Toulouse, à la fac Jean Jaurès, ex-fac du Mirail. Donc sur le thème de l'exil à la transition, bilan historiographique. Voilà, un colloque ouvert à tous et gratuit. Voilà. Voilà, donc il y aura une page internet, le moment venu, ne vous inquiétez pas. À la fin de notre table ronde, nous aurons également 10 minutes, un quart d'heure, on est un petit peu en retard, avec les interventions du public en fin de débat, avec des questions courtes s'il vous plaît, et puis on aura quelqu'un aussi qui interviendra, Madame Sánchez Monroy, qui nous parlera. Et les archives départementales me demandent de vous dire, parce qu'évidemment on va créer des frustrations, tout le monde ne va pas pouvoir parler, pardon. Et j'ai oublié José. Ah oui, là c'est terrible. En fait, vous étiez au début. C'est pour ça que je voyais des gens qui me faisaient des petits gestes. Voilà, j'étais lancé. Pardon, José.
Donc, j'allais dire oui, tout le monde le connaît ou presque. José Martínez Cobo. Donc, vous êtes né en Espagne en 1933. Vous êtes un enfant de l'exil. Vous avez connu la retirada à l'âge de 6 ans. Votre père a été un cadre de la compagnie pétrolière CAMSA. Et donc, la famille républicaine, après la retirada, s'est réfugiée en France et a démarré à zéro une vie professionnelle à tout niveau. Donc, vous avez été médecin. Vous êtes un pionnier dans le domaine de la cardiologie pédiatrique à Toulouse, à l'Institut Pasteur. Et vous avez été contraint, ça vous le racontez dans un livre, de prendre la nationalité française parce que votre carrière, en restant espagnol, était bloquée. Votre carrière médicale. Vous êtes engagé en politique aux côtés du PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le parti historique avant et après la dictature de Franco. Il existait avant la guerre. Et votre travail a consisté à favoriser ce retour de la démocratie en Espagne. Et vos travaux historiques font de vous l'historien officieux du PSOE. Et vous êtes donc l'auteur d'un livre qui évoque votre vie, votre famille, ainsi que votre frère aîné Carlos, né en 1932, intitulé Frères d'exil, donc paru aux éditions du Pas d'Oiseau. Voilà, donc on va démarrer. Et donc par cette petite annonce des archives départementales, pour pas qu'il y ait de frustration par rapport à des gens qui ne pourraient pas parler, vous avez la possibilité de vous rendre dans le hall B, le bâtiment B, de vous inscrire et de proposer soit des objets, des affiches, des livres, des photos, que vous pouvez confier aux archives qui vont les scanner, ils ne vont pas les garder, je ne pense pas. Et également, vous pouvez vous exprimer à travers des témoignages vidéo. Mais pour cela, vous devez laisser vos coordonnées et prendre des rendez-vous. Voilà. Et puis également, mais ça peut-être je le dirai tout à l'heure, il y a pas mal d'événements liés à la retirada, avec une visite historique de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol socialiste, qui sera le 24 février à Montauban, sur la tombe du président Azaña, à Collioure, sur la tombe du poète Antonio Machado, et à Argelès, sur les lieux des camps, ces fameux camps du mépris. Donc c'est une première pour un chef de gouvernement espagnol. Voilà. Et puis après, je vous parlerai peut-être d'autres événements culturels tout à l'heure. En guise de préambule, et pour attaquer directement, parce que le chronomètre tourne, j'ai envie de m'adresser à Geneviève Dreyfus-Armand sur justement ce contexte historique de la retirada. Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe humanitaire qui malheureusement en annonce d'autres, la répression franquiste, etc. Évidemment, toute la guerre d'Espagne et toute la dictature de Franco ne peuvent pas se résumer à cette horreur de la retirada, mais donc nous expliquer le contexte historique de cette arrivée massive de réfugiés espagnols. Voilà, un petit rappel. Alors, on oublie souvent que le grand exode de 1939, de janvier-février 1939, a été précédé par 3 autres exodes pendant la guerre d'Espagne elle-même. Et on peut voir que les politiques d'accueil, les politiques publiques d'accueil par rapport à ces vagues de réfugiés ont été très différentes entre l'été 1936 et jusqu'au printemps 1938 et à partir de 1939. Alors je rappelle très très brièvement qu'il y a eu avant 1939 3 exodes de population espagnole vers la France à chaque fois que les franquistes s'emparaient d'un territoire. À l'été 1936, avec la prise du Guipúzcoa, la région de Saint-Sébastien d'Irún, à l'été et à l'automne 1937, au moment de la prise de toute la côte nord par les franquistes, et au printemps 1938, au moment de la prise du Haut-Aragon. Et ces 3 exodes représentent 160 000 personnes. C'est donc déjà un chiffre colossal. Alors pourquoi ? C'est parce que à chaque fois que les franquistes s'emparaient d'un territoire, ça a commencé par l'Andalousie, il y avait une répression terrible de tous ceux qui avaient soutenu la République, qu'ils soient syndicalistes, élus municipaux, instituteurs, intellectuels. Et il y a eu aussi le fait que la guerre d'Espagne a été le premier pays en Europe où on a bombardé les villes ouvertes, voulant semer la terreur dans la population civile. Donc tous ces facteurs mêlés ont fait qu'il y a eu des exodes très importants pendant la guerre. Et ces exodes se sont arrivés dans une France qui était redevenue
à partir de l'été 1936, qui était redevenu une terre d'asile. Et ces exodes ont été gérés avec beaucoup d'humanité. Le gouvernement, qui était le gouvernement de Front Populaire à l'époque, a tout de suite cherché des logements disponibles, des abris disponibles pour les réfugiés. Et les 45 départements ont été mobilisés. Malheureusement, en 1939, la situation est différente. À partir d'avril 1938, les politiques publiques sont volontairement extrêmement différentes par rapport à l'arrivée d'étrangers. Et le gouvernement qui arrive au pouvoir en avril 1938 prend des mesures extrêmement restrictives. D'abord, en mai 1938, l'assignation à résidence des étrangers indésirables, le terme figure dans le préambule du décret, qui ne pourraient trouver de pays pour les accueillir. Et en novembre 1938, le 12 novembre 1938, un décret prévoit l'internement dans des camps de ces indésirables. Donc la malchance des républicains espagnols lorsqu'ils arrivent au début de l'année 1939 est d'arriver dans une France qu'ils croyaient le pays des droits de l'homme, qu'il a été à certaines époques, et qui s'était refermée. Alors, pour retracer très brièvement les raisons de cet exode, à partir d'avril 1938, les franquistes ont coupé en deux le territoire républicain. Ils atteignent la Méditerranée le 15 avril 1938 et ils divisent en deux le territoire républicain. Et l'une des régions encore aux mains des républicains, la Catalogne, va tomber à son tour à partir de janvier 1939. Et c'est une vague colossale d'exode qui va s'en suivre. C'est ce que l'on appelle depuis quelques années la retirada, mais ce terme est surtout militaire. Or, il n'y a pas la retraite. La retraite en catalan ou en espagnol, mais le terme est inexact dans la mesure où c'est un grand exode qui concerne non seulement les militaires, mais d'abord les populations. On le chiffre à combien ? Alors, on parle de 500 000 en général. On parle de 500 000, disons que le chiffre le plus plausible, mais il est difficile de pouvoir quantifier avec précision, se situe autour de 470 000, 475 000, peut-être 500 000, mais disons presque un demi-million. On ne peut pas chiffrer avec... C'est colossal. C'est colossal. C'est de toute façon le plus important exode qu'ait jamais connu l'Espagne, qui en a pourtant connu un certain nombre au XIXe siècle, au XXe siècle. Évidemment, c'est le plus grand que la France ait jamais vu arriver à ses frontières. Et c'est le plus grand exode que l'Europe occidentale ait connu au XXe siècle. C'est donc un événement historique sans précédent. Et on voit donc pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, à la fois la répression et les bombardements incessants des aviations italiennes et allemandes, les populations donc fuient et vont chercher refuge vers la France. Après la prise de Tarragone à la mi-janvier, c'est la prise de Barcelone le 26 janvier 1939. Qui tombe pratiquement sans combattre. Oui. Donc, femmes, enfants, vieillards, invalides mêlés, fuient les combats, fuient l'arrivée des franquistes, poussés donc par la marche victorieuse des armées insurgées, des rebelles, pilonnés par l'aviation franquiste, par l'aviation italienne, et ils partent avec les moyens qu'ils peuvent trouver, à pied le plus souvent, ou avec des camions, des charrettes, et la montagne, l'hiver, les Pyrénées, est enneigée, il fait froid. C'est donc une marche très très dure dans la neige, dans le froid, avec le pilonnage des avions italiens. Le gouvernement français avait fermé la frontière au mois de janvier, vers le 20 janvier, et il décide après avoir essayé de tenter de créer une zone neutre en Espagne, mais Franco s'y refuse. Il ouvre la frontière aux civils le 28 janvier au matin, et il l'ouvre aux militaires le 5 février. Parce qu'effectivement, après la prise de Gérone le 4 février, l'armée républicaine s'aperçoit que toute résistance est vaine et qu'il faut partir. Et les militaires se dirigent vers la frontière française. C'est également le 5 février
que vont passer en France les plus hautes autorités de l'Espagne républicaine, le président Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, le président des Cortes, Diego Martínez Barrio, le président de la Généralité de Catalogne, Luis Companys, le président du gouvernement basque, José Antonio de Aguirre, et ils passent par Lavajol, le col de Pi, ils arrivent au hameau de Las Illas, à Morellas, dans les Pyrénées-Orientales. C'est effectivement une déroute. Alors, Juan Negrín est également avec eux. Il repartira vers Alicante pour poursuivre le combat. Alors, que font les autorités françaises? Les autorités françaises n'ont pas prévu un exode aussi important, ou n'ont pas voulu peut-être le prévoir, parce que malgré les avertissements des diplomates français en poste en Espagne, et notamment des avertissements donnés par le colonel Henri Morel, attaché militaire français auprès de l'ambassade à Madrid, et qui avertissait d'un tel exode. Alors, ceci dit, le gouvernement républicain lui-même, le 15 janvier 1939, demande à la France d'accueillir 150 000 réfugiés. C'est-à-dire que ni la France ne s'attendait à un tel exode, mais le gouvernement républicain non plus ne pensait pas à la mi-janvier qu'il y aurait autant de monde qui fuirait l'Espagne. Alors, les autorités donc gèrent dans la panique, l'improvisation, ce grand afflux de réfugiés. En général, les femmes, les enfants, les personnes âgées sont évacuées vers 77 départements. Et les hommes, donc, qui peuvent passer la frontière à partir du 5 février, sont conduits vers les camps prévus par ce décret du 12 novembre 1938. Mais de camps, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a qu'un décor créé sur les plages d'Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien, où il y a un espace qui est entre la mer d'un côté et puis les marécages de l'autre, les petites forêts de pins d'Argelès, et des barbelés improvisés. Il n'y a rien sur la plage d'Argelès et de Saint-Cyprien les premiers jours. Il n'y a rien que du sable. Et les camps dépendent du ministère de la Défense et de la Guerre. Ils sont donc surveillés par un certain nombre de troupes, de la gendarmerie, des gardes mobiles, des troupes coloniales. Les républicains espagnols sont considérés comme les fameux indésirables du décret de novembre 1938. Alors, après les camps d'Argelès et de Saint-Cyprien, s'en ouvrent d'autres. Au Barcarès, qui n'est pas très loin, et qui est prévu plutôt pour les réfugiés qui voudraient repartir en Espagne. Et dans d'autres régions également s'ouvrent des camps. Alors, au mois de mars, le 5 mars, s'ouvre le camp de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. Mais le 28 février, il n'y a rien à Sept-Fonds non plus. Il n'y a rien. Toujours l'improvisation. Toujours l'improvisation, toujours le chaos. Si bien que lorsque le 5 mars, les premiers réfugiés arrivent au camp de Sept-Fonds, eh bien, il n'y a que quelques baraques de construites, puisque la décision de créer le camp a été prise le 27 février. Donc, un certain nombre d'internés vont rester plusieurs semaines sans abri, et c'est ce qui explique les épidémies et la mortalité importante des premiers temps des camps français. En sachant qu'on est en hiver, que l'hiver est très rude, oui, on est en montagne, sur les plages. Et puis d'autres camps s'ouvrent dans l'Aude, à Bram, dans l'Hérault, à Agde, dans l'Ariège, au Vernet, qui est d'abord prévu pour les anciens de la colonne Dorothy, les anarchistes de la colonne Dorothy, et qui deviendra très rapidement un camp disciplinaire et gardera son appellation de camp de concentration toute la guerre. Et ce n'est que quelques années plus tard, sous le gouvernement de Vichy, que s'ouvriront en Haute-Garonne d'autres camps, dits camps hôpitaux, notamment à Noé et Recébédou,
s'ouvrira Cébédou à Portée-sur-Garonne. à Portée-sur-Garonne, mais ce sont plutôt des endroits où il y a des malades plus que des camps hôpitaux. Et le camp de Rizalte s'ouvrira aussi en janvier 1941. Alors, les internés sont incités surtout à repartir en Espagne. Pendant l'année 1939, un certain nombre le feront, et on sait que le retour sera souvent très difficile, et beaucoup connaîtront la prison, les camps franquistes, il y aura aussi des exécutions. On encourage aussi les internés à entrer dans la Légion étrangère ou dans les régiments de marche de volontaires étrangers. C'est une structure qui dépend de la Légion, mais qui permet aux volontaires de s'engager pour une durée de la durée de la guerre, et non pas pour 5 ans comme de la Légion. Et bon, quelques milliers s'y engageront. Mais surtout, la plupart des internés sortiront des différents camps, soit en trouvant du travail dans l'agriculture, dans l'industrie, par des embauches individuelles, mais essentiellement par des embauches collectives dans le cadre de ces compagnies de travailleurs étrangers qui sont créées à partir d'avril 1939 et qui ont été créées en avril 1939 pour imposer aux réfugiés des prestations d'une durée égale à celle du service militaire que doivent faire les Français. Et ces compagnies de travailleurs, qu'on appelle souvent d'ailleurs compagnies de travailleurs espagnols, parce que ce sont eux les principaux prestataires, seront dispersés dans différentes régions pour travailler dans l'agriculture, dans l'industrie, pour travailler dans les mines, mais aussi pour travailler à l'entretien des camps militaires et aux fortifications de l'Est et du Nord de la France, ce qui fait que les prisonniers espagnols, lors de l'offensive allemande du printemps 1940, seront d'abord dans un premier temps mis dans des stalags avec leurs camarades français, mais seront extraits de ces stalags, sélectionnés dans ces stalags par la Gestapo et déportés à Mauthausen. Donc les républicains espagnols sont les premiers déportés à partir du territoire français en août 1940. Et au-delà des conditions matérielles difficiles et déficientes des camps, mais qui ont été créés dans l'improvisation, c'est surtout l'humiliation ressentie par ces combattants qui ont lutté contre les fascismes coalisés pendant plus de 2 ans et demi, comme on l'a rappelé. Et cette humiliation est ressentie encore 80 ans après par leurs descendants, dans la mesure où c'est une plaie restée à vif, dans la mesure où l'Espagne n'a pris que très tardivement conscience de toute cette histoire et où la France a tardé, il faut le dire, à reconnaître l'accueil qu'elle avait réservé, si l'on peut dire, aux réfugiés espagnols en 1939. Le droit d'asile leur a été concédé, certes, mais avec tellement de réticence, tellement d'inhumanité, qu'effectivement, le sécuritaire avait pris la place sur l'humanitaire et que le rôle même des Espagnols dans la résistance, leur combat dans la guerre, a été reconnu très tardivement. 2014, par la première fois, un président de la République française reconnaît, lors des cérémonies de l'anniversaire de la libération de Paris, reconnaît le rôle des républicains espagnols dans la libération de la capitale. Donc on voit que c'est un long chemin, une longue histoire qui n'a pas été prise en compte dans aucun des 2 pays. Et c'est ce qui explique aussi que cet accueil désastreux, certes fait dans l'improvisation, mais qui s'explique aussi par une volonté qui n'a pas été forcément adaptée, alors que pendant les 2 années précédentes, la politique d'accueil avait été digne et humaine. Par conséquent, cela amène à réfléchir sur l'importance de la volonté politique dans ce domaine. Bien sûr. Merci. Merci pour ce panorama assez complet. Merci Geneviève, ce n'est pas évident en si peu de temps d'arriver à résumer et d'avoir les mots justes, parce que les mots ont leur importance, la sémantique,
sur ces domaines de la mémoire et justement de cette non-reconnaissance. Donc là, je me tourne vers José Martinez-Cobo, que je n'oublie plus, je pense que vous considérez, on en a parlé tout à l'heure, que là, cet épisode, effectivement, c'est le premier épisode du martyre du peuple espagnol, et cette page sombre de l'histoire espagnole vous révolte, parce qu'effectivement, il vous faut un micro, vous considérez que plus que de commémorer, il faut se rappeler et puis reconnaître aussi ses torts, dans le cas de la France, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur cette page sombre, vous, l'enfant de la retirada, l'héritier de tout ça? Je vais commencer par une opération arithmétique. Il n'y a pas longtemps, nous étions réunis ici pour célébrer les 40 ans de la Constitution espagnole. Ici même. Et aujourd'hui, nous parlons des 40 ans de l'exil. 40 plus 40, ça fait 80. Donc, je veux bien m'associer à ce 80e anniversaire si on s'associe à la globalité. Parce que Geneviève Dreyfus-Armand a très bien expliqué ce qu'a été cette tragédie. Cette horrible page de l'histoire de l'Espagne, pas seulement de l'histoire de l'Espagne, de l'histoire de mes parents. Et je n'ai absolument aucune envie de commémorer cet épisode. Mais absolument aucune envie. D'ailleurs, j'ai quelques souvenirs de ce moment. Je dis toujours que je ne suis pas passé par les camps. J'ai eu une situation, ma famille a pu se débrouiller assez rapidement pour un certain nombre de circonstances. Mais ça n'aurait pas changé ma réflexion. Je veux dire par là que, en réalité, tout ce que je vais dire là, je le dédie à ma famille qui m'a amené dans ce pays d'accueil, oui, d'accueil, malgré ce mauvais départ d'accueil, je le répète. Mais je le dédie surtout à ceux qui n'ont pas pu arriver au bout de leur espoir et au bout de leurs rêves. Parce qu'en réalité, en 1939, cette horrible page de l'histoire est également le début d'une étape de l'histoire d'Espagne, pas d'un exil quelconque, une étape de l'histoire d'Espagne. Et je voudrais qu'on ait le temps de parler de cette longue étape qui a supposé beaucoup plus qu'on ne le sait et qu'on ne le croit pour l'Espagne démocratique actuelle. Par conséquent, je dirais donc au-delà de l'ignominie et de l'horreur qui marque le début de ce que j'appelle la période noire de l'exil, qui ne va se terminer qu'à la libération, en 1944. Au-delà de cela, il y a une histoire qui a été menée à bout par une extraordinaire génération qui, a posteriori, donne un énorme regret. Parce qu'on se dit, en voyant ce que ces hommes et ces femmes ont fait, que n'auraient-ils pas fait si leur république aurait pu durer? Je voudrais donc que l'on parle davantage de ce qui s'est passé après, et c'est pour cela que je m'arrête là. Merci. Tout à l'heure, vous reviendrez, vous nous parlerez justement de cet apport à la transition démocratique espagnole, puisque beaucoup de choses sont parties d'ici, de Toulouse. Et donc, on y reviendra tout à l'heure. Je me tourne vers Bruno Vargas, professeur à l'université de Champollion-Albi. Je crois qu'il fonctionne. Sur justement cet exil de 1939 et sur cet accueil déficient est un mot faible. Donc peut-être aussi nous expliquer les différentes étapes de cet accueil sur déjà la notion d'indésirable, puisque avec le gouvernement d'Aladier, il y a cette notion qui arrive. On se prépare, la France se prépare un peu à collaborer. Vichy n'est pas encore là, mais finalement on se prépare à collaborer. Donc peut-être nous expliquer ces différentes étapes avec la formation des camps, les départements limitrophes. Bon, je sais que c'est vaste, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans un temps réduit,
On va essayer de rentrer. Voilà. Après, en sachant qu'il y a énormément de livres également, de choses qui ont été. Il y a une table ronde avec Ombre Blanche, la librairie Ombre Blanche. Donc il y a des ouvrages, si vous voulez en savoir davantage. Et puis vous-même, vous savez des choses. Voilà. Mais Bruno va peut-être nous faire un résumé de ces étapes. Alors, c'est déjà très difficile de passer après Geneviève, qui a déjà fait une synthèse remarquable. Et donc, moi, simplement, ce que je voudrais rajouter peut-être... Alors, on parlait de cet accueil. Pourquoi cet accueil? En fait, ce n'est que la suite logique de la non-intervention, c'est-à-dire cette défaite intellectuelle et idéologique des gouvernants français, qui commence dès le mois de fin juillet 1936 et qui se poursuit au cours du mois d'août. Sous Léon Blum. Donc, première sous Léon Blum, oui, il faut le. Alors, on a souligné, oui, certes, l'accueil très humain, ça, on ne peut rien dire. Jusqu'en 1938, à 1938, c'est vrai que la France fait un effort dans une France qui est dans une pleine crise économique. Il faut savoir aussi que ça a demandé un effort important aux finances de la France, mais sur le plan politique, c'est quand même une défaite de la gauche du Front populaire français, qui va se poursuivre tout naturellement avec les décrets dont a parlé Geneviève de mai et novembre 1938, là pour le coup sous le gouvernement Daladier, qui est un autre renoncement. Et puis il ne faudrait pas oublier surtout la perte de la Catalogne. Elle est due à quoi? Elle est due surtout à cette réunion entre les deux dictateurs, Hitler et Mussolini, qui se tient fin septembre 1938, et où Daladier et Chamberlain sont incapables de faire front face aux demandes des deux dictateurs, et notamment de Hitler, qui va envahir les Sudètes, et donc la Tchécoslovaquie. Et là, les généraux républicains, et même Juan Negrín, comprennent que c'est fini, que la France n'interviendra pas au Maroc espagnol, et donc n'aidera pas les républicains, alors même qu'on était encore pendant la bataille de l'Èbre, qui avait commencé en juillet, nous étions au mois de septembre, et que les troupes républicaines résistaient. Et donc, ce que cherchaient Negrín et les généraux de la République, c'était un statu quo, arriver à un statu quo pour pouvoir négocier. Juan Negrín, qui est le chef du gouvernement espagnol. Chef du gouvernement. Donc là, c'est la deuxième trahison, je vais dire. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. L'accueil, comme je le disais, n'est que le résultat de ce renoncement. Ce péché originel, alors. Oui, donc il n'y a pas eu cette volonté, je crois, de résoudre cette guerre d'Espagne, qui est, bon, maintenant tout le monde le dit, mais qui a été la première bataille de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, bon, il faut aussi, bon, on n'a pas le temps, mais il faut expliquer pourquoi. On tape sur Daladier, mais il faut expliquer pourquoi Daladier renonce, parce qu'il y a aussi la population française. Plus de 80% de la société française est pacifiste. Comment on explique-t-on cela? On l'explique par la Première Guerre mondiale. 1 million de morts, 1,5 million de mutilés de guerre. Donc, on a toute une génération de jeunes Français qui ne servent, excusez-moi, qui ne vont plus produire. Donc, tout ça, ça a marqué la société française, et ils ne veulent surtout pas entendre d'une nouvelle guerre contre l'Allemagne. Donc, on va reculer jusqu'au moment où arrivera donc août 1939, et que là, on ne pourra plus reculer, ça sera bien trop tard. Donc, je crois que ça, il faut l'expliquer, et ça explique en partie cet accueil qui est mal préparé, parce qu'ils ne voulaient pas, ils pensaient que ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Et une anecdote peut-être, que lorsque Daladier revient à Paris, il atterrit donc à l'aéroport du Bourget, et il voit une foule immense qui vient de l'accueillir, et il pense qu'ils sont là pour le lyncher. Or non, ils sont là, ils viennent l'accueillir, ils l'applaudissent. Bravo au sauveur de la paix. Et Daladier a ces mots-là, quel con, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que Daladier sait déjà que la guerre est tout proche. D'ailleurs, il a déjà les réservistes sont rappelés au cours de 1938, et ce qui explique pourquoi on ne va pas accueillir les réfugiés dans les camps, dans certains camps militaires, parce qu'on veut surtout les garder, parce que la guerre approche et qu'on veut faire venir les réservistes et que nous, on a besoin de ces camps. Donc, on va mettre les réfugiés espagnols, on va les mettre sur la plage. Sur le sable. Sur le sable. Voilà. Donc, ensuite, sur l'accueil, bon, Geneviève a déjà, je ne vais pas y revenir puisque Geneviève l'a traité. Simplement sur la Haute-Garonne, il y avait une question sur la Haute-Garonne, il faut dire qu'il y a très peu de réfugiés de 1939 de la Retirada qui vont arriver dans le département de Haute-Garonne, qui est un département fermé. C'est-à-dire que ne peuvent s'installer en Haute-Garonne que ceux qui ont un travail et qui ont un logement. Autant vous dire qu'il y avait très peu de réfugiés.
Ce n'est qu'à partir de 1940, donc en septembre 1940, que est créé le camp de... Enfin, non, que les Espagnols arrivent au camp de Noé, qui était déjà un camp qui avait été créé en 1937, pour accueillir les réfugiés belges, polonais et allemands ensuite. Donc, il y a une centaine à peu près d'Espagnols qui arrivent au camp de Noé en septembre 1940, et ce sont pour la plupart des mutilés. Des mutilés. Et ensuite, comme l'a dit Geneviève, ça deviendra un hôpital, enfin, un camp hôpital qui n'avait d'hôpital que le nom, puisque ça va être surtout un camp où les gens vont mourir, vont venir mourir. En ce qui concerne le camp du Recebedú, donc à Portet-sur-Garonne, là aussi, les Espagnols arrivent en 1940. Ils arrivent en même temps que les Juifs qui sont du nord de la France. Et là, bien sûr, ça va être aussi un camp très, très, très dur, puisque on parlait des déportés, donc Mauthausen, là, ce sont des déportés qui vont aller vers Auschwitz, et ce sont plus de 341 Juifs espagnols. Et on va avoir, entre l'année 1941 et 1942, un hiver très, très dur, et plus de 340 personnes vont mourir. Parmi eux, bien sûr, des exilés espagnols. Alors, ce camp du Recebedú, il a surtout une histoire après la guerre, puisque ça va être un camp, pour le coup, après la guerre, camp hôpital, où vont être hospitalisés plus de 586 Espagnols qui reviennent du camp de Mauthausen. Donc la Villa Don Quichotte, c'est ce qu'on appelle voilà. la Villa Don Et Quichotte. ceux qui ont créé la colonie Don Quichotte, et avant la colonie Don Quichotte, la colonie Blasco Ibáñez. Donc voilà pour le département de la Haute-Garonne, en ce qui concerne les camps. Un département limitrophe qui va par contre accueillir beaucoup d'Espagnols, c'est le Tarn, où on va avoir plus de 800 réfugiés de la guerre civile. Alors 800, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 160 000 réfugiés de la Retirada qui restent comptabilisés en décembre 1939, puisque, comme l'a bien expliqué Geneviève, une grande partie va retourner, sur les 475 000 à peu près, il y a 290 000 soldats et le reste sont des civils. Les civils, pour la plupart, vont repartir en Espagne. Ne restent en France que les femmes et les enfants des militaires qui sont dans les camps, des employés, des fonctionnaires de police notamment qui sont dans les camps, bien sûr des ouvriers et des paysans. Donc ce qui fait que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il reste à peu près 160 000, et parmi les 160 000, il y aurait de la retirada. Si on compte la retirada, alors il faut rajouter les réfugiés en Algérie, à la fin mars. Mais bon, c'est vrai, c'est très difficile, comme tu as dit. Mais bon, on voit bien donc qu'il reste 200 000, même si on parle du chiffre de 200 000, c'est quand même la moitié, à peu près, moins de la moitié des personnes qui étaient rentrées en Espagne. Et il y a à peu près 40 000 entre les enfants et les femmes, il y a à peu près 40 000 femmes et enfants de la retirada fin décembre. Pas davantage. Pas davantage. Ah ouais. Et ce qui me fait dire, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais la force de cet exil, ce n'est pas tellement la quantité. Parce que si on le compare avec les vagues migratoires qui arrivent depuis le début du XXe siècle, et surtout pendant la Première Guerre mondiale, et alors ne parlons pas des Espagnols qui vont arriver dans les années 50, l'exil, c'est peu de réfugiés. La force de cet exil, c'est dans la qualité de ces femmes et ces hommes, qui sont surtout des militants, des hommes qui ont une conscience politique, et qui vont l'apporter pendant la guerre, lors de la résistance, et ensuite pendant tout l'exil. Et je crois que si aujourd'hui on est là, si 80 ans après, alors ne faites pas, c'est vrai que moi j'ai du mal aussi avec ce terme de commémoration, en tout cas, si on est là pour parle parler, plutôt d'hommage ici, dans ce cas voilà, ici. d'hommage, Ici même, oui. On est sur de l'hommage. Voilà. Si on est là pour faire un hommage à ces hommes et ces femmes-là, c'est parce qu'ils ont porté un idéal. Et que cet idéal, ils vont le faire vivre dans des conditions très difficiles, même pendant l'exil. Même si, et on en parlera tout à l'heure, pour la seconde génération, ça va être une réussite sociale, une intégration réussie et une belle intégration sociale. Voilà ce que je voulais dire donc, pour ma première intervention. Merci bien. Alors, je me tourne à nouveau vers José Martinez-Cobo, justement sur Toulouse, ce cœur de la vie politique de l'exil. Qu'est-ce qui se fabrique ici? Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Il y a quand même des divisions dans le camp républicain, quand même. Oui. Les divisions ne s'effacent pas, les divisions de la guerre. À Toulouse, dans la Haute-Garonne, mais à Toulouse surtout, va se reconstituer l'Espagne républicaine. Va se reconstituer la société de l'Espagne républicaine.
Elle va se reconstituer sur le plan politique, bien sûr, mais je voudrais également dire qu'elle va se reconstituer d'abord sur le plan social. Beaucoup d'exilés, la libération est arrivée, le statut des réfugiés politiques a été approuvé, mais il existe quand même des malades, des invalides, des gens âgés, des gens qui sont en dehors des sphères de l'aide sociale française. Eh bien, il va se créer tout un réseau social. Se crée par exemple à Toulouse, quelque chose qui existait déjà ailleurs, la CIA, Solidarité internationale antifasciste, libertaire. Se crée Solidaridad Democrática Española, socialiste. Quelle est leur finalité? Venir en aide aux réfugiés qui ont besoin de secours. Mais il n'y a pas que cela. Vont se créer des dispensaires médicaux de la Croix-Rouge espagnole. Va se créer l'hôpital Varsovie. C'est-à-dire toute une série d'institutions qui vont aider les gens réfugiés espagnols qui sont dans le besoin. Et je voudrais parler très vite de quelque chose que je suis sûr vous ignorez tous. Ça s'appelle le Fonds humanitaire espagnol, el Fondo Humanitario Espagnol. Le gouvernement français va créer un organisme pour aider les dispensaires de la Croix-Rouge, les nécessiteux, les gens qui ne sont pas à la sécurité sociale. Il le finance avec les frais de chancellerie des papiers que doivent avoir les réfugiés espagnols. Il confie la gestion du Fonds humanitaire espagnol à des délégués des organisations syndicales exilées espagnoles. Le seul Français sera le président, un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Mais toute l'administration, et ce jusqu'à 1978, sera gérée par des exilés espagnols sur des fonds du gouvernement français. Des centaines de milliers de consultations ou de traitements seront ainsi assurés. Je dirais même le sommet du sommet, comme les exilés vieillissaient, à Soupe-sur-Loing, le Fonds humanitaire espagnol créera une maison de retraite pour exilés espagnols. Donc il y a un niveau social de solidarité. Il y a un évident niveau culturel. En parler à Toulouse, il faudrait vraiment des heures pour arriver à raconter tout ce que sur le plan culturel ont fait les exilés. Pas uniquement les groupes de théâtre, mais les maisons d'édition. L'Institut Cervantes va prochainement présenter une exposition extraordinaire de l'édition de l'exil espagnol à Toulouse. Et cet apport culturel structure la société. On va parler de l'apport culturel tout à l'heure avec Geneviève. Mais il y a aussi, et surtout, les institutions et les formations politiques. L'Espagne républicaine va avoir un gouvernement républicain en exil qui se localisera à Paris à partir de 1946, non reconnu mais avec un statut presque officiel, mais qui connaîtra des aventures. Mais ce gouvernement de la République espagnole en exil se sabordera uniquement en 1977, à la veille de la Constitution espagnole. C'est alors que le président de la République en exil rentrera en Espagne. Mais il y a d'autres institutions qui, elles, vivent. Le gouvernement basque, qui vit à Bayonne et à Paris. La Generalitat de Catalogne. Companys a été fusillé. Lui succédera Irla et lui succédera Tarradellas. Tarradellas qui sera un interlocuteur privilégié d'Adolfo Suárez au moment de la transition pour traiter du problème des nationalités en Espagne. Mais il y a les partis et les syndicats. Et à Toulouse, qui ne connaît la rue Belfort, siège des anarcho-syndicalistes? Qui ne connaît la rue du Thor, siège du Parti socialiste ouvrier espagnol et de l'UGT? Et je voudrais dire un détail.
notre président, a bien signalé qu'en septembre 1944, le Parti socialiste ouvrier espagnol a célébré son premier congrès en exil. Quand la démocratie est arrivée, c'est célébré un congrès du Parti socialiste à Madrid. Il s'est appelé le 26e, parce que les socialistes espagnols ont dit, avant Franco, il y a eu 13 congrès, pardon, 27e, 13 congrès. En exil, il y a eu 13 congrès qui font partie de l'histoire d'Espagne. Les 13 congrès célébrés en France, 11 l'ont été à Toulouse, sont donc partie de l'histoire du socialisme espagnol. Et cette trajectoire est extrêmement importante. Bon, alors cette société, et je terminerai par là, elle a connu tous les problèmes de la République espagnole. Les clivages politiques, mais des clivages durs, avec la violence entre 1944 et 1945, les revolvers parlaient dans les rues de Toulouse, entre réfugiés espagnols. Donc, elle a connu les clivages de l'Espagne républicaine. Puis, peu à peu, ces clivages se sont amortis. Et si je parle moins de l'exil communiste, c'est parce que vous savez tous qu'en 1950, le gouvernement espagnol a décidé de tracer un trait sur tous les organismes communistes, hôpital Varsovie Espagnol ou français également, l'opération Bolero Paprika. Oui, le gouvernement français, vous vouliez dire. Le gouvernement français, pardon, a décidé de tracer un trait sur tout ce qui était communiste espagnol en France. Donc, si vous voulez, ces clivages font que je crois que dans l'exil espagnol, il faut parler de plusieurs exils différents. L'exil libertaire n'était pas pareil que l'exil socialiste, qui n'était pas pareil que l'exil communiste, qui n'était pas pareil que l'exil basque et qui n'était pas pareil que l'exil catalan. Malgré ces différences, il y a eu quand même une communion que je résumerai en 2 phrases. Il fallait durer pour transmettre ces organisations politiques et syndicales à une future démocratie qui en serait vierge. Et deuxièmement, il fallait être le conservatoire des idées et des valeurs républicaines. Et là, quel que soit leur clivage, ils ont parfaitement réussi leur projet. Ils ont parfaitement réussi leur projet et c'est pour cela que je pense que malheureusement, beaucoup sont morts avant de voir concrétiser ce projet, voir leurs valeurs revenir s'implanter en Espagne. Merci. Un petit retour par Bruno Vargas à propos de la résistance. Oui, parce que bon, je vais faire ce qu'on ne doit jamais faire en histoire, c'est revenir en arrière. Mais bon, mais là, je suis obligé, puisqu'on a quand même omis de parler de la résistance. Si, on l'a un petit peu dit rapidement. Mais... Rapidement, mais là, il faut quand même, ça a une part importante. La participation des, alors je veux dire républicains, au sens général du terme, à la résistance, et notamment des communistes espagnols, des anarcho-syndicalistes et, dans une moindre mesure, des socialistes. Et comme le dit José, beaucoup moins. Alors il y a une explication à cela, c'est qu'ils sont sortis de la guerre civile très divisés. Et donc il n'y a pas eu une commission exécutive qui a pu leur dire, voilà, il faut se réunir pour lutter contre les nazis. Par contre, je crois qu'il faut insister sur l'apport des communistes qui dit, dès 1941, alors qu'il y avait eu le traité germano-soviétique d'août 1939, qui va faire que les communistes vont être mis de côté par les anarchistes et les socialistes, avec, il est vrai aussi, et on l'a peu dit, mais dans les camps, il va y avoir une vraie guerre civile entre les républicains. C'est-à-dire on a des hommes et des femmes qui sont des vaincus et qui, dans des conditions très difficiles, vont voir ces animosités s'exacerber encore davantage. Oui, ça ressurgit. Les divisions de la guerre civile ressurgissent. Et donc, il va y avoir dans les camps les communistes d'un côté, les anarcho-syndicalistes de l'autre et les socialistes de l'autre. Alors, sur la résistance, dès 1941, il y a, je crois, écrit la UNE, l'Union nationale espagnole, qui est surtout, qu'on le veuille ou non, qui est surtout contrôlée par les communistes, avec l'appui, il faut dire que Juan Negrín, qui était le dernier président, appuie
cette UNE, alors que les anarcho-syndicalistes restent en retrait et les socialistes aussi, ne veulent pas adhérer. Et cette UNE va trouver un bras armé, et ce bras armé, c'est le célèbre 14 Cuerpo de Guerrilleros, le 14e corps de guerrilleros, qui naît dans l'Aude, à peu près à cette époque-là, 41-42, et qui va mener une résistance à l'envahisseur nazi très importante, et notamment dans notre région de Midi-Pyrénées, et aussi dans le bloc de Languedoc-Roussillon, donc l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ariège, l'Ariège où va être concentré le gros des troupes des guerrilleros, jusqu'à tel point qu'en 1944, en mai 1944, est créée l'Agrupación General de l'Agrupación de Guerrilleros Españoles, qui va... Muy bien, bravo. Seguimos. Sigue, Bruno. La RR va réunir près de 10 000 maquisards. Et je crois que Geneviève a été la première à l'écrire, c'est qu'on a 10 000 maquisards espagnols pour 10 000 maquisards français dans Midi-Pyrénées. Sauf que vous avez 10 000 guerrilleros pour à peu près 120, 130 000 réfugiés de la guerre civile. Donc vous voyez que le pourcentage n'est pas le même. Vous avez en Ariège, par exemple, la guérilla espagnole est la plus importante. C'est eux qui vont mener les combats les plus durs, qui vont libérer la ville de Foix. Et donc, je voudrais rendre hommage ici à un ami qui nous est très cher, qui nous a quittés il y a maintenant 3 ans, qui est le commandant Robert, José Alonso Alcalde, qui était le chef d'état-major de la 3e brigade, le chef d'état-major de la 3e brigade des guerrilleros. Donc, ces Espagnols vont participer. Alors, dans les guerrilleros, c'est vrai que la majorité étaient des communistes, mais il y avait aussi des libertaires, des anarchistes. Et il y avait aussi la Columna Libertad, son nom m'échappe, c'était Libertad, qui a libéré, qui est entré dans Cahors, Geneviève, tu es bien d'accord avec moi, et qui était exclusivement composé d'anarcho-syndicalistes. Il y avait très peu d'Espagnols. Très peu de socialistes, socialistes espagnols. Et par contre, il y avait un maquis dans les Cévennes qui était composé uniquement de maquisards espagnols socialistes. Donc cette résistance a été importante dans notre région. Ils ont participé aux libérations de Cazeville, ils ont été les premiers à entrer dans Rodez, ils ont libéré Carmaux, Albi, Montauban, en Tarn-et-Garonne, Saint-Bertrand de Comminges, avec bien sûr la participation du maquis. Je me trompe? Qu'est-ce que je dis? Saint-Bertrand de Comminges. Non, c'est pas ça. C'est pas Saint-Bertrand? Saint-Bernard. Ah oui, excusez-moi. D'accord. Alors on rectifie. On rectifie. Je rectifie. Donc, il y a des gens attentifs, il y a des gens qui suivent. D'accord. Donc, c'est Saint-Bertrand de Comminges. Saint-Bertrand de Comminges, ça existe? Oui. Ah, c'est oui, autant pour moi. Oui, excusez-moi. C'est pas ça. Bon, on poursuit. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a eu vraiment l'importance de la résistance espagnole. Alors, non seulement de la résistance armée, mais il y a eu, et notamment de jeunes femmes, j'insiste, qui étaient des agents de liaison. Souvent, c'était des jeunes filles qui étaient passées par les camps, qui avaient 17-18 ans, et qui ont participé à cette résistance. Et je crois que donc, il ne faut pas oublier l'apport très important de la libération du Grand Sud-Ouest, des Espagnols à cette libération du Grand Sud-Ouest. Merci Bruno, on avait compris. Une petite précision de Geneviève sur la résistance, et on va embrayer quand même sur la presse, de l'exil, les activités culturelles, parce que le temps file. Non, Bruno a eu parfaitement raison de rappeler l'importance de la participation des Espagnols à la résistance. Je voudrais aussi évoquer la première participation active à la résistance de la part des Espagnols, c'est la constitution de réseaux d'évasion des Pyrénées. La constitution, et elle concerne la région, notamment, ces réseaux qui ont permis à des résistants, qui ont permis à des aviateurs alliés, qui ont permis aussi à des Juifs de passer les Pyrénées pour aller en Espagne,
elle a été le fait de plusieurs réseaux animés par des militants de la CNT, notamment Francisco Ponzán Vidal, qui a été détenu à la prison Saint-Michel, ici à Toulouse, qui a été assassiné pas loin d'ici par les Allemands. Et c'est vrai que c'est une forme de résistance qui a été peu connue, parce que là aussi, elle s'est faite en marge de la CNT officielle. Et il y a eu aussi des militants basques qui ont animé des réseaux de passage des Pyrénées, et des militants du POUM, comme Josep Rovira. Et le fait d'avoir collaboré avec des services secrets anglais, américains, belges, a fait que beaucoup de ces acteurs n'en ont très peu parlé. Et on oublie souvent cette résistance qui a commencé très tôt, qui a commencé dès 1940. Merci. On va parler, parce que le temps file malheureusement, donc des activités culturelles, hein, de cet exil, de la presse, puisque c'est aussi votre spécialité. Donc que peut-on en dire? Est-ce qu'il y avait une spécificité haut-garonnaise, toulousaine, ou est-ce que c'était plus global sur le sud-ouest? Non, c'était plus global sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, l'exil espagnol a été très actif, comme l'a rappelé José Martínez-Cobo, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et d'ailleurs, les deux sont indissociables. La culture étant aussi à la fois une patrie itinérante et une manière aussi, une arme de combat. Et parce que aussi la lutte contre le franquisme se faisait au nom d'un idéal de liberté, de démocratie, de justice. Donc culture et politique étaient intimement liées. Alors la presse de l'exil, 650 titres, c'est ce que j'ai pu dénombrer tout au long de l'exil, de titres publié par les Républicains espagnols en France. Et c'est à Paris que s'est dit le plus grand nombre de titres. J'ai pu en dénombrer à peu près 242 titres publiés à Paris, mais 90 à Toulouse. 90 à Toulouse, qui est vraiment la capitale de l'exil. Paris en est une autre, mais Toulouse est, je pense, la principale, celle où la ville où la densité de population républicaine est la plus importante, puisqu'en 1950, je vois que Bruno et moi, on avait retrouvé les chiffres en 1950. Il y a en Haute-Garonne à peu près pratiquement 22 000 Espagnols, dont 12 000 réfugiés de la guerre d'Espagne. C'est dire l'importance des républicains espagnols dans Toulouse. Alors, à Toulouse se publient donc au moins 90 titres de journaux, mais beaucoup plus de fascicules qu'à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une plus intense activité éditoriale à Toulouse. Alors, je ne reviendrai pas sur les deux presses les plus importantes, sont en nombre, sont la presse anarchiste, à peu près 110 titres, la presse socialiste et celle de l'UGT, à peu près un nombre à peu près équivalent, la presse communiste un peu moindre, et comme l'a rappelé José, elle est interdite en 1950, et on assiste au fait que aussi bien la CNT que le PSOE ont en fait deux sièges, un à Toulouse, un à Paris. Et José le sait mieux que quiconque, puisque la rédaction et l'administration d'El Socialista, par exemple, sont à Toulouse, rue du Thor, mais à partir de 1950, la direction et la rédaction restent à Toulouse. Et c'est pareil pour la CNT. La rédaction reste à Toulouse et l'administration, elle, est à Paris. Alors, j'évoquerai simplement quelques titres comme CNT, qui est le journal de la partie de la CNT qui était opposée à la collaboration au gouvernement en exil, España Libre, qui est édité par la partie de la CNT favorable à la collaboration au gouvernement en exil, El Socialiste, avec toutes les publications de la UGT, et puis peut-être un ou deux titres très emblématiques comme l'Espagne républicaine qui est publiée en français par tous les... elle a été créée par la Junta Española de Liberación, qui comportait toutes les forces politiques espagnoles,
sauf les communistes. Et c'est un journal à la fois d'information, un journal qui veut faire connaître la culture française aux réfugiés espagnols. Et elle essaie aussi de diffuser et de prolonger toute l'effervescence culturelle qu'a connue la Seconde République. Elle organise des concours de nouvelles, par exemple, et elle est l'affirmation d'une identité hispanique et un instrument aussi de découverte de la culture française pour les exilés. Il y a beaucoup de revues culturelles anarchistes à Toulouse, comme Universo, qui paraît entre 1946 et 1948, qui publie des articles très variés, aussi bien scientifiques, philosophiques, littéraires, qui s'intéressent à tous les arts. Et puis là, peut-être une des revues culturelles les plus emblématiques, c'est Zénith, aussi également de la CNT, qui a une présentation matérielle très soignée, très illustrée, et elle a une longévité extraordinaire. Elle a duré plus de 50 ans, pratiquement 50 ans, et avec des articles extrêmement variés, littéraires, encore une fois, scientifiques, philosophiques. Elle attire la collaboration aussi de très nombreux auteurs, comme Albert Camus ou Bertrand Russell, pour ne citer que ces deux-là. Est-ce qu'on peut dire deux mots du théâtre et aussi du fameux Athénéo? Alors, des librairies. Le théâtre... Il faut aller vite, malheureusement. Alors, le théâtre, à Toulouse, il y a au moins 7 troupes de théâtre qui ont coexisté ou se sont succédées jusqu'aux années 1980. Et dont les plus notables sont Iberia, ou bien la troupe de théâtre du Casal Català. Il y a et le répertoire est extrêmement varié. Le répertoire va des pièces du classique espagnol du XVIe ou XVIIe siècle, mais aussi des pièces à caractère social ou des pièces de pur divertissement. Et il y a à Toulouse, c'est à Toulouse que se crée la librairie des éditions espagnoles. Alors, elle fait suite à un organisme catalan qui s'appelait le Centre économique et social Toulouse-Barcelone, qui a duré 2-3 ans, animé par Louis Soler et Antonio Soriano. Et c'est Antonio Soriano qui va créer la librairie espagnole, qui va permettre d'avoir des livres qui sont interdits en Espagne, qui va elle-même éditer des ouvrages. Elle va se transporter ensuite à Paris. Sa dernière adresse était rue de Seine, à côté de l'Odéon, et c'est un lieu magique qui est né à Toulouse, qui a vécu ensuite à Paris, mais où à la fois tout cet héritage culturel et politique qu'ont voulu transmettre les républicains espagnols se transitait aussi par cette librairie. Et l'Athénéo, quelques mots? Et l'Athénéo, il y en a eu effectivement à Toulouse, un important, et qui se... C'est une création de la République, parce qu'il y a des Athénéos en Espagne, mais ça existait déjà en Espagne avant la République, et c'est dans les Athénéos en Espagne que se sont rencontrés, mobilisés, cultivés toute l'élite qui a formé les gouvernements républicains. Et à Toulouse, cet Athénéo, comme les autres, créés dans d'autres régions, à Paris, à Lyon, etc., organisait des rencontres. À Limoges, oui. Il existe. Il existe toujours, oui. Oui. Et organisait des réunions, des discussions, des tertulias, des conférences. C'était un moyen à la fois de se cultiver, de rencontrer d'autres exilés, et un moyen éducatif, parce que José parlait de l'idéal des républicains espagnols. La culture, la formation étaient considérés comme fondamentaux, et c'était pour eux des moyens d'émancipation sociale. Et c'est pour cela aussi que on a vu les deuxième et troisième générations avoir dans la société française des places et des rôles importants, non pas tellement pour réussir socialement que pour jouer un rôle émancipateur et jouer un rôle collectif en faveur des idéaux qui avaient été ceux de leurs parents.
Merci. Alors, maintenant, Marie-Louise Roubaud. Non, il marche, il n'y a aucun souci. Merci. Donc, un rôle un petit peu ingrat parce qu'il vous faut un petit peu conclure et puis que le temps nous presse et qu'on a moins de temps. Donc, justement, vous vouliez intervenir sur cette histoire de diaspora de l'exil, d'Espagne de l'intérieur, cette idée d'aller-retour, de ida y vuelta. Voilà, ce qui m'a frappé tout au long de l'exercice de mon métier, c'est ce regard que l'Espagne d'ici, l'Espagne du dehors, avait pour l'Espagne du dedans. C'est-à-dire, c'était une double vie. On était français, on parlait, j'en faisais partie, bien sûr, on parlait français, on écrivait français, et en même temps, on pensait espagnol. On avait pour l'Espagne une compassion et une passion, et pour la France, de l'admiration, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'était quelque chose de schizophrénique. L'exil est schizophrénique. Et il est d'autant plus que lorsqu'on revient au pays, lorsqu'on revient dans son pays d'origine, on réalise qu'il y a pire qu'être exilé en France, c'est être exilé à l'intérieur de son propre pays. C'est une expérience que les réfugiés d'ici connaissent bien, dont ils parlent peu, parce qu'ils ont de la pudeur. Par obligation, j'ai suivi toutes les conférences, les meetings de tous les bords politiques. Je fais partie d'une génération à qui les parents n'avaient rien enseigné. Ma mère a voulu complètement effacer cette mémoire. J'ai donc dû tout récupérer. Mais je ne suis pas la seule. Nous sommes une génération entière qui a porté, endossé l'exil des parents et qui a voulu racheter ce qu'était leur malheur, en réussissant leur vie professionnelle, leur vie sociale, en portant leur idéal et en essayant de marquer ce pays, si ce n'est par la main, au moins par la plume. Disons que c'est ça ma participation. Voilà. Merci. Merci. Alors, intervention courte mais forte. Merci Marie-Louise. On va ouvrir une autre parenthèse parce que le temps nous presse, je vous l'ai déjà dit, mais on va ouvrir un petit peu les questions au public. On a, je crois, 10 minutes et on va commencer par une intervention qui était prévue, une intervention de Madame Maria Amparo Sánchez Monroy, qui est déléguée pour la France. Alors il faudrait amener un micro ici, mademoiselle, auprès de cette dame, un chaleco amarillo. Voilà, hein. Je ne traduis pas, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, donc Madame Sánchez Monroy, qui est déléguée pour la France, de l'association pour la France et l'Amérique de l'association AGE, qui veut dire Archivo, Guerra y Exilio, Archives, Guerre et Exil, et qui était présente au Sénat à Madrid le 19 janvier dernier pour un hommage assez exceptionnel et un pardon officiel de l'État espagnol, du gouvernement espagnol, notamment représenté par la ministre de la Justice, Madame Dolores Delgado, qui, alors 80 ans après, hein, il faut le signaler, c'est tard, mais ça a été fait, elle a demandé pardon aux exilés pour cet oubli, de les avoir oubliés, de les avoir délaissés, de peut-être pas avoir compris cette douleur. Voilà. Et donc, Madame Sánchez Monroy y était, elle a pris la parole à la tribune du Sénat et elle va nous dire quelques mots, se présenter. Je crois que c'est important. Merci. C'est à vous, Amparo. Bonjour, buenas tardes. Parce qu'il me paraît important de dire d'où l'on parle, en mémoire et au nom de qui, je me permettrai d'ajouter ceci à la présentation qui vient d'être faite. Je suis fille de combattants républicains. Lui, Andrés, guardia de asalto, teniente, miembro del 5e Regimiento et plus tard lieutenant FFI en France. Elle, Andrea Martínez, de Jeunesses Socialistes y delegada del Socorro Rojo Internacional. Et moi,
me rappelant ces vers que le poète Raphaël Alberti écrivit en des jours de liesse et d'espoir, je dirais Republicana es la luna, republicano es el sol, y republicana soy yo. Aujourd'hui, 8 février 2019, il y a exactement 80 ans, jour pour jour, 80 depuis cet autre février de 39, où ballotté, perdu, englouti dans la marée humaine qui se pressait vers les Pyrénées, je passais la frontière française dans les bras de ma mère. J'avais 10 mois et nous avions eu la chance d'échapper au mitraillage qu'une aviation criminelle tirait en rase-motte sur les files des réfugiés jusqu'aux portes même de France. Comme pour des milliers de petits rouges, fils de républicains et espagnols, ma vie qui a commencé sous le signe hideux de la guerre allait se continuer dans l'horreur des camps de concentration, dans la misère, le faim et le froid, à connaître la douleur extrême de la séparation arbitraire des familles qui eut lieu dans les camps de concentration et ensuite bientôt être confronté à une seconde guerre. 80 ans sont écoulés depuis, et où en sommes-nous, nous, au regard des pages de cette histoire terrible qui a bouleversé nos vies et bousculé notre destin? Si le mur du silence dressé par le franquisme s'est enfin écroulé, après 40 années de répression et de terreur, justice a-t-elle été faite? Qu'en est-il du coup d'État militaire de juillet 1936, de tous les survivants de l'exode et non de retirada, comme on a appelé indûment l'exil de 500 000 républicains? Qu'en est-il de la répression franquiste, des fosses communes par milliers dans la géographie espagnole et des milliers de victimes du franquisme, y compris celles mortes dans les camps d'extermination nazis? Qu'en est-il de la reconnaissance juridique des guerrilleros, derniers soldats de la République? Le 18 novembre dernier, le gouvernement de Pedro Sánchez a créé une commission interministérielle pour la commémoration de l'exil républicain. Il l'a placée sous la présidence de Cristina Latorre et Fernando Martínez assure la direction de la mémoire historique. C'est dans ce cadre-là que mardi 15 janvier, le PSOE organisa au Sénat à Madrid un hommage aux exilés de 1939. J'ai eu le privilège d'y assister et de pouvoir y prendre la parole au nom de l'association AGE, Archivo, Guerra y Exilio, que je représente. Ce fut un acte fort, un acte emblématique, un acte de revendication et de prise de conscience au cours duquel la salle reçut avec émotion pour la toute première fois le pardon jamais exprimé jusqu'alors dans la bouche d'un membre du gouvernement. Perdón por tantos años de silencio. Perdón por tantos años mirando a otro lado. Et ces mots que la salle écoutait dans un silence profond
était dit par Dolores Delgado, ministre de la Justice, qui, alors que la salle retenait encore son souffle, ajouta « Y gracias por lo que todas estas personas nos han legado ». C'est avec beaucoup d'émotion, je l'ai dit, que nous avons recueilli ces paroles, mais aussi avec l'espoir qu'elles fassent enfin bouger les choses, que des actes concrets suivent, car il ne faut pas que l'émotion étouffe la réflexion. Les paroles seules ne suffiront pas à effacer le curieux et indigne modèle d'impunité scellé par la loi du 12 décembre 1977 et observé depuis en Espagne par tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, au mépris de tous les principes de droit édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. À Arrée, nous saluons tous les hommages organisés en mémoire de nos pères et celui-ci, organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans une ville aussi symbolique que Toulouse, est une initiative magnifique qui nous va droit au cœur, car nous pensons qu'il contribuera largement à nous faire avancer dans la voie qui mène enfin au respect des droits de l'homme. Droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation. Et m'adressant aux institutions espagnoles, je terminerai en citant le grand professeur, poète et philosophe Antonio Machado: Por más que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. En sus manos está el poder para curar al fin estas páginas negras de nuestra historia en el espíritu machadiano, es decir, en dignidad. Merci de m'avoir prêté attention. Salut! Bon. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Alors, on avait un quart d'heure, vous avez tout bouffé. Bon, alors je me tourne vers monsieur. Est-ce qu'on a, monsieur Larence, un petit peu de temps ou, allez, quelques questions. S'il y a des questions. Alors, des questions, pas des tribunes, s'il vous plaît. Alors, Juan Pedro de l'Instituto Cervantes, qui va peut-être nous parler de la semaine. Je peux en dire 2 mots. Un micro. Bon, je me déplace. Je tourne mon micro. Merci beaucoup. Bon, en tant qu'Espagnol, je dois dire d'abord merci et félicitations à Monsieur le Président du Conseil départemental et à toute son équipe pour la sensibilité qu'il montre avec l'organisation de ces événements d'hommage à cet exil. Après, je voudrais dire, pour rebondir ce que M. Martínez Cobo vient de dire, l'impression formidable que j'ai eue quand j'ai lu un des historiens espagnols les plus importants a écrit il n'y a pas très longtemps un livre sur la transition espagnole, un gros livre comme ça, et c'est impressionnant parce que pour lui la transition commence avant même que la guerre termine. Cela pour dire que ce livre de la transition parle peut-être dans un 80%. Un livre de Santos Julia. Voilà. José. Santos Julia. Qui est un grand historien espagnol. Oui. 80% de ce livre sur la transition se passe à l'exil. Donc, félicitations, c'est formidable. Merci. Alors, je profite
que le directeur de l'Institut Cervantes a pris la parole pour dire que la semaine du 19 au 21 février, il y a une programmation très riche à l'Institut Cervantes, rue des Chalets. Je vous encourage à y aller. Avec, je crois que c'est le mardi, une conférence sur Manuel Azaña, donc le dernier président de la République espagnole, toujours à Montauban, enterré à Montauban. Une rencontre avec l'écrivain Manuel Rivas, vous savez, celui qui a écrit La langue des papillons et Le crayon du charpentier, qui a inspiré des films. Donc vraiment, allez-y, parce qu'il se fait rare. Voilà, donc allez-y. Une pièce de théâtre de Max Hobb, qui est un intellectuel, un écrivain vraiment oublié, qui mérite d'être connu. Une table ronde sur l'exil, encore, avec quelques-uns des participants ici, participantes. Je crois qu'il y aura Marie-Louise Roubaud et Geneviève Dreyfus-Armand. Et puis également des portraits de femmes, comme Federica Montseny, comme on dit en français, Montseny, hein, en catalan, Amparo Poch, je crois que c'était une docteure, gynécologue, quelqu'un qui a un destin assez tragique. Toutes ces deux femmes ont vécu à Toulouse. Et aussi Victoria Kent, une figure du féminisme. Je crois qu'elle était directrice de prison, voilà, ou des affaires de prison. Voilà. Voilà, donc tout ça, ça se passe à l'Institut Cervantes du 19 au 21 février. Regardez sur le site internet, vous avez toutes les infos. On continue avec le tour. On a 5 petites minutes. Il y a une dame là-bas. Voilà, c'est à vous. S'il vous plaît, faites court. Ou alors posez une question, mais pas de tribune trop longue, s'il vous plaît. Non, je vais faire court. Merci. Mon père était interné dans le camp de Gours, comme beaucoup de Basques, et ma mère au camp d'Argelès. Donc, je remercie le conseil départemental d'avoir organisé cet hommage, mais je regrette quand même qu'il y ait un mot tabou, c'est le camp de concentration, et que sur le site, il soit mentionné camp de recueil. Non, c'était des camps de concentration. C'était avant les camps nazis. Attends, on va la laisser terminer. Juste après, je voulais juste rappeler, faire un petit hommage, parce qu'on parle beaucoup du camp d'Argelès. À côté du camp d'Argelès, il y a eu une femme qui est perdue dans l'histoire parce qu'elle a été très discrète et parce qu'on a très peu parlé d'elle. C'est Elisabeth Eden-Benz qui a créé la maternité d'Elne. Elle allait chercher les femmes enceintes dans le camp d'Argelès, elle les amenait à la maternité d'Elne, elle les faisait accoucher. Donc, j'ai un de mes frères qui est né à Elne, dans cette maternité. Elle en a fait naître presque 700, et vers la fin de la guerre, elle a même fait accoucher des femmes juives qu'elle faisait passer pour des Espagnols, des réfugiés espagnols. Et donc, elle a sauvé aussi ces femmes-là et ces enfants-là. Elle en a fait naître, je crois, 670 ou 680. Voilà. Je voulais qu'on parle aussi d'elle parce qu'une fois la guerre finie, elle est partie dans l'oubli total. Et on a fait un hommage il y a quelques années, un peu avant sa mort. Il y a des enfants qui sont nés dans la maternité, qui sont allés la chercher, qui lui ont rendu hommage. Mais je voulais qu'on en parle ce soir. Une seconde. Oui. Deux précisions. Mademoiselle Eden-Benz n'a jamais été oubliée. Jamais. Je crois qu'elle l'a mérité. C'est l'une des infirmières, elle est institutrice, hein, c'est l'une des Suissesses qui se sont dévouées pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider les Juifs, les Espagnols, les enfants. Elle n'a jamais été oubliée. Deuxième chose, il faut savoir que la maternité d'Elne faisait partie, comme le château de l'Aïle, le camp de Gours, le camp de Rivesaltes, etc., de toute une série de points d'action de la délégation de la Croix-Rouge suisse Secours aux enfants, dont le siège était au 71 rue du Thor, à Toulouse, et où le personnel le plus nombreux était fait de réfugiés espagnols. On va répondre après. D'autres questions? Les micros sont prêts. Allez-y, madame. Levez-vous peut-être et présentez-vous. Moi, je m'appelle Alba Fernandez, je suis toulousaine. Et pour être née, ma question s'adresse à nos historiens, pour être née à Toulouse en 1950 et avoir été nourrie aux idées révolutionnaires de la place à Wilson et de la place à Lafayette, j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot de la résistance après la libération en France
et de comment les Espagnols, parce qu'il y en avait beaucoup, enfin mon père ici présent et d'autres, on a été naturalisés un peu tardivement parce qu'on pensait revenir en Espagne, libérer l'Espagne du franquisme. Et il y avait quand même des luttes, et j'aimerais que vous nous en disiez un petit mot, s'il vous plaît. Oui, oui. Ici même. Oui, le Val d'Aran, entre autres, mais il y en a eu d'autres. Qui veut répondre Bruno? Oui, effectivement. Mais, effectivement, l'exil n'a été pour beaucoup qu'un long combat. Hein. Il y a eu la tentative d'invasion du Val d'Aran à l'automne 1944, mais ensuite, effectivement, mais les stratégies étaient différentes. Il y avait ceux qui repartaient en Espagne, pour aller dans les maquis, parce qu'on oublie les maquis à l'intérieur de l'Espagne. Et il y a ceux qui restaient en France, mais qui employaient toutes leurs forces pour essayer de convaincre, d'une part, les autorités françaises, et puis aussi les Alliés, pour condamner le régime franquiste. C'était une activité, on l'a dit tout à l'heure, mais trop brièvement, parce que il aurait fallu s'étendre davantage, une activité politique, syndicale, culturelle, vraiment incessante, qu'elle soit... voilà. Les livres existent, hein, si vous voulez en savoir davantage, toute cette documentation est accessible. L'occasion de rappeler la malheureuse odyssée de Antich et Delgado, partis de Toulouse pour mourir dans les années 70 en Espagne, alors qu'ils n'étaient absolument pas coupables. Bien, je crois qu'il y a est-ce qu'il y a une dernière prise de parole? Quelqu'un avec le micro, parce qu'on va devoir couper. Monsieur, rapidement, parce que là, il faut qu'on... Oui, je suis consul honoraire de l'Uruguay. Je voulais qu'on n'oublie jamais las brigadas internationales. Il y a eu environ 100 Uruguayens qui sont venus se battre pour la République espagnole en France. Merci. Bien, je crois qu'on va se quitter. Alors, j'ai encore quelques informations très rapidement pour vous dire qu'il y a la projection d'un film documentaire au cinéma ABC ce lundi 11 février à 21 h. Ça s'appelle Le silence des autres et Le silencio de los otros. Et ça prolonge vraiment tout ce qu'on a dit sur le martyre du peuple espagnol. Et voilà, donc ça se passe au cinéma ABC parce qu'avec la retirada, évidemment, bien d'autres choses commencent.